Je remercie Mampenda et le STAD pour cette invitation et de me faire l'honneur de parler de ce sujet sur lequel nous travaillons. Pour moi, quand on dit des données à caractère personnel, pour moi, ce sont des données que les individus souhaitent contrôler parce que soit parce qu'elles ont une valeur commerciale. Donc, si vous voyez, les gens contestent l'utilisation de leurs données parce qu'ils disent bah, ils gagnent de l'argent avec mes données. Ou bien c'est privé, donc c'est des données où on veut limiter le périmètre ou le nombre de personnes qui ont accès, ou bien c'est sensible, c'est-à-dire la divulgation peut nous nuire. Ce sont les trois branches sur lesquelles, en général, les utilisateurs perçoivent le caractère personnel des données. Alors, nous, notre problème, c'était que la valeur commerciale de données, ça, c'est quelque chose d'objectif. Quand vous avez des données, vous pouvez dire si ça a une valeur commerciale ou pas. Par contre, quand vous dites privé ou sensible, ça, ce sont des paramètres qui sont subjectifs. Parce que si vous prenez, par exemple, l'ethnie, dire son ethnie, c'est quelque chose qui n'est pas du tout sensible au Sénégal. Vous vous déplacez de quelques kilomètres et vous vous retrouvez dans une situation où parler de son ethnie devient une question sensible. Donc la collecte de données sur l'ethnie en fonction de la culture, donc ce sont des questions culturelles et subjectives et vous demandez à les informaticiens de protéger la sensibilisation des données donc pour que les personnes identifient ce qu'ils considèrent comme étant sensibles. Privé, les photos de mariage, pour moi, ce sont des photos de mariage, c'est privé. Mais quand on regarde les réseaux sociaux, pour beaucoup de personnes, ce ne sont pas des données privées. Enfin, privé, ça dépend. Ils veulent que tout le monde voit les photos, mais c'est le caractère valeur commerciale qui les dérange beaucoup plus. Et sensible aussi, ça dépend des cultures. Il y a des pays où le genre n'est pas du tout, barrer son genre n'est pas privé, etc. Alors, il y a eu des tentatives de taxonomie en informatique. Taxonomie, c'est l'organisation globale d'information. On essaie de collecter, de dire c'est quoi des données personnelles. Et ça a été fait aux États-Unis et ça commence un peu en Europe. Alors, il y a des données qui sont plutôt de caractère général, c'est-à-dire le nom, la date de naissance, l'adresse email. Ce sont des données personnelles parce que les gens perçoivent ça comme des propriétés. C'est-à-dire, ça m'appartient, c'est rattaché à ma personne. C'est comme les informations qui sont sur votre carte d'identité. Ça vous définit. Donc, c'est des données mises bout à bout. Ensuite, vous avez les informations qui sont des nombres. Par exemple, le numéro de sécurité sociale, le numéro de taxe, ou bien le numéro d'assurance, le numéro de téléphone. Ce sont des numéros qui sont créés par d'autres entités que la personne, mais qui font partie aussi de vous définir. Ensuite, vous avez les données biométriques, c'est ce qui touche l'empreinte digitale, la reconnaissance faciale, la reconnaissance vocale, la reconnaissance de la rétine, de l'iris. Et les données ADN. Donc ça, ce sont des données qui sont liées à votre être en tant qu'être biologique. Ensuite, vous avez tout ce qui touche le genre, le sexe, l'ethnicité. En fait, ça, c'est comment la culture vous définit en tant qu'individu. Ensuite, vous avez maintenant tout ce qui est lié à votre aspect extérieur, c'est quelle est la couleur de vos yeux, c'est quoi votre couleur de peau, c'est quoi la couleur de vos cheveux. Donc ça, ce sont aussi des données qui vous définissent. Les gens vous perçoivent à travers cet aspect extérieur des données. Et là, vous avez aussi des données qui sont de type, on va dire, économique, comme les données bancaires. C'est votre carte bancaire, quel est le numéro de votre carte bancaire. Ce sont des données aussi qui sont autour de vous, vous avez la perception que ça sont des données qui sont gérées par une entité. C'est pas vous qui les avez créées, mais ces données, vous les utilisez dans votre vie de tous les jours. Et ensuite, vous avez vos données en ligne. Et c'est là où le gros problème va commencer. C'est l'adresse IP, ce sont les cookies, ce sont les données GPS de là où vous êtes. Maintenant, et vous avez les données de santé. Ça, c'est aussi
En fait, ce sont les données de santé qui ont en premier géré la question des données privées parce que dans beaucoup de cultures, la question de santé ou son état de santé est considéré comme quelque chose de personnel. Et les médecins sont très vite allés dans ça. Donc ça, il y a beaucoup de taxonomies qui se sont créées, mais en fait, en gros, voilà les catégories de données que les législateurs, en général, voient et traitent. Alors moi, je vais essayer de revenir au Sénégal pour vous parler de comment les données ici sont et quels sont les types d'applications qu'on voit. Alors, au Sénégal, vous avez, si vous voulez, trois types de collecteurs de données. Vous avez ceux qui collectent les données par des enquêtes ou des formulaires. Alors, ceux-là, en général, c'est l'utilisateur qui donne les informations. C'est pas quelqu'un d'autre. Et la manière de l'utiliser, vous avez les entreprises, ils l'utilisent pour faire du CRM. D'ailleurs, c'est la première valorisation économique des données. C'est-à-dire qu'on vend les numéros de téléphone et les gens font des campagnes téléphoniques pour vous vendre des produits. Ensuite, il y a Amazon qui est arrivé, vous avez entré vos données et quand vous achetez quelque chose, ben, les données sont dans leur base, ils vous suggèrent des choses. Donc, l'objectif, c'est de vous vendre des choses. Donc, on collecte vos données pour vous vendre quelque chose. Ensuite, la deuxième catégorie, c'est ceux qui font des sondages et qui sont plus ou moins dans le domaine soit des enquêtes ou bien à l'université. Eux, c'est pour des études en général. Ils étudient quelque chose et ils collectent des données en fonction de ça. Ensuite, vous avez l'informatique qui est arrivée et qui a complètement perturbé cette affaire-là. C'est-à-dire, on commence à collecter des données sans objectif de vous vendre quelque chose spécifiquement. C'est-à-dire, les données qu'on collecte sur vous, c'est pas pour vous suggérer un produit ni rien du tout, mais on collecte les données pour collecter les données et on suppose que quelqu'un va trouver de la valeur économique à ces données-là. Et c'est ce business-là qui pose le problème parce qu'on ne collectait plus les données dont je vous ai parlé plus tôt, qui sont des données et des informations parcellaires, mais on essaie d'identifier vos activités. En fait, on essaie de modéliser votre personnalité. Et c'est ça, un des gros enjeux de la collecte des données. On n'est plus dans la collecte d'informations parcellaires, mais on collecte ce que nous appelons dans notre jargon des données de série temporelle. C'est-à-dire, vous faites une activité et on regarde l'évolution de cette activité dans le temps, mais on le connecte à tout ce qui est dans votre environnement. Alors, en Afrique, ceux qui nous font ça, en général, ils ne sont pas en Afrique. Les plateformes sont à l'extérieur. Je vais en parler. Et c'est un gros souci qui sont là. Ceux-là, on les appelle des data brokers. Ça, c'est un terme, les anglophones, ils aiment bien créer des mots qui semblent jolis, etc. Mais moi, je les appelle des braqueurs de données parce qu'ils récupèrent des données de vous sans que vous ne soyez conscient de cela. Et ils collectent n'importe quoi. Et ça a montré ses limites de collecter n'importe quoi. Alors, je ne sais plus si c'est Pays-Bas ou Pologne. Ils voulaient faire des programmes religieux avant la Seconde Guerre mondiale pour construire des mosquées et des lieux religieux. Donc, dans les numéros de carte d'identité, il y avait la religion des personnes. Ben, le problème, c'est que quand les Allemands sont arrivés, ben, pour identifier les Juifs, c'était très bien. Ils n'avaient plus besoin d'identifier, ils avaient juste à prendre la liste qui était déjà préparée. Donc, en fait, collecter des données sans objectif bien établi, c'est ça le danger. C'est qu'on ne sait pas. Il y a même des gens qui s'imaginent qu'un jour, si il y a, je sais pas, des extraterrestres mal intentionnés arrivent sur Terre, ils n'ont qu'à aller sur les serveurs de Google, de Facebook et autres, ils pompent les données, après, ils n'ont plus besoin de rien faire. Maintenant, c'est ça le problème, c'est le premier problème, on collecte tout. Le deuxième problème, c'est que ces données ne sont plus traitées par des commerciaux. Parce que quand vous prenez des données et que vous les faites traiter par des commerciaux, ils cherchent la valeur commerciale des données. Maintenant, c'est plus des neuroscientistes qui traitent ces données-là. Et ça, c'est le plus gros souci. Les neuroscientistes, c'est des gens qui essaient de détecter les comportements que l'être humain ne peut pas contrôler. Par exemple, si vous voyez quelque chose qui semble attirer votre attention avec l'écran brillant, vous ne pouvez pas
quand il y a un écran de smartphone, vous ne pouvez pas vous empêcher de vous tourner pour le regarder. Et ça, ce sont des interfaces qui sont réfléchies par des neuroscientifiques. Et ils comprennent vraiment le plus profond de l'être humain, et les systèmes qui sont créés aujourd'hui peuvent détecter quand vous êtes dépressif. Aujourd'hui, Facebook a fait des essais pour montrer que quand quelqu'un est dépressif, ils sont capables de le détecter. Et ça, c'est un gros souci, c'est-à-dire ce sont des moments de faiblesse des êtres humains, et la question sociétale, c'est est-ce qu'on a envie que nos faiblesses, nos moments de faiblesse soient connus par ces firmes qui peuvent nous vendre des produits à travers ça, parce qu'il y a beaucoup de femmes qui sont connues, quand elles sont dépressives ou etc., elles vont acheter des choses. C'est pas sexiste, c'est ça, c'est un fait. Et donc, si vous voulez faire acheter quelqu'un, ben, écoutez, si on a les moyens de le rendre dépressif, c'est qu'on a les moyens de le faire dépenser. Et ça, c'est dangereux. Et l'outil qui a été le hub autour de ça, c'est le smartphone. C'est-à-dire, si on vous amène une grosse machine chez vous et on vous dit il va collecter des données, vous allez toujours avoir peur de la machine et vous allez calculer ce que vous faites devant la machine. Mais quand vous avez un smartphone que vous avez l'impression de posséder, ben, écoutez, vous faites moins attention parce que vous avez l'impression que cette interaction, elle est intime entre vous et le smartphone. Et ça, c'est un des gros soucis. Je vais en parler. C'est le problème de l'IoT, de l'Internet des objets. Le déploiement de l'Internet des objets, c'est un des gros soucis de ça. Alors, je vais essayer maintenant de terminer rapidement en vous disant 6 points que je considère le challenge, c'est ça, 6 points qui sont les challenges de législation. Parce que nous, en Afrique, on essaie très souvent de gérer tout par de la législation. Le premier, c'est le contrôle de la collecte des données. Alors, pour le problème de contrôle de la donnée, le problème, c'est que ce ne sont plus des données qu'on collecte, ce sont des activités, comme je dis. C'est l'activité humaine qu'on essaie de collecter plus que ces données, ces informations. Parce que ces informations, aujourd'hui, on arrive à les avoir facilement. Alors, pour ça, il y a 2 types de données. Alors, il y a les données fournies par l'utilisateur, par exemple Face ID. Donc, vous faites la reconnaissance faciale pour détecter votre téléphone. Eh bien, on ne se rend pas compte qu'aujourd'hui, Apple et Samsung et Google, ben, ils ont la base de données chez Google pour lui dire ça. C'est-à-dire qu'ils ont plus de données sur le visage des Sénégalais que notre gouvernement. Ça, c'est un premier problème. Ensuite, il y a la question de l'empreinte digitale, c'est-à-dire on ouvre nos téléphones en utilisant notre empreinte digitale. Alors, il se trouve que depuis bientôt une vingtaine d'années, les pays qui essaient de gérer l'immigration essaient d'avoir le fichier d'empreinte digitale de nos citoyens. Ben, ils n'arrivent pas à l'avoir. Ben, s'ils vont aujourd'hui chez Samsung et Apple, ils sont capables d'avoir l'empreinte digitale d'une bonne partie des Sénégalais parce que le taux de pénétration avec les smartphones aussi est à un tel niveau que on a quasiment tous ceux qui sont susceptibles de migrer, on a les informations les concernant, soit l'empreinte faciale ou bien l'empreinte digitale. Et les réseaux sociaux aussi font que, bon, ils créent des tendances chez les jeunes comme le buzz et les incitent à donner de plus en plus de données personnelles. Mais ça ne s'arrête pas là. C'est-à-dire, on demande maintenant de donner plus d'informations sur son entourage. Au début, avec Facebook, quand vous inscrivez, c'est votre adresse email, votre numéro de téléphone, etc. Mais de plus en plus, vous donnez vos relations familiales, vous invitez des gens et vous commencez à dire qui est qui, à quel moment, etc. Donc, non seulement on engage, et les plus engagés, on les utilise pour engager d'autres et collecter des activités autour d'eux contre leur volonté. Et ça, c'est un gros souci parce que l'exemple que je vais donner, c'est un exemple parlant. Il y a une application qui s'appelle Truecaller. C'est-à-dire, quand vous avez le numéro de téléphone de quelqu'un, ben, il vous donne le nom de la personne sans que vous le dites. Mais comment il fait? Ben, c'est parce que quand vous êtes connecté à Truecaller, il vous demande l'autorisation d'accéder à votre répertoire. Et il récupère tous vos numéros de téléphone. Quand il récupère le numéro de téléphone, ben, il les intègre dans son application. Donc, ça veut dire que vous faites entrer le numéro de téléphone de tous vos contacts, mais sans leur demander leur avis et sans peut-être même être conscient de cela. Et il y a des gens qui ont montré qu'on a le numéro de Macron à l'intérieur. Et ils ont testé et ça a marché.
Je ne parle pas du numéro de téléphone privé, je parle du numéro de téléphone public. Et même des hauts gradés de l'armée française. Bon, je ne parle pas du Sénégal parce que je n'ai pas voulu essayer. Mais je sais qu'aujourd'hui, sur Internet, on peut acheter des bases de données, des numéros de téléphone où tu peux avoir le numéro de téléphone de n'importe qui. Vraiment n'importe qui. Et c'est le coût qui pose problème. C'est-à-dire, avec moins de $100, tu peux l'avoir. Moins de $100. Et ça, c'est ce qu'on appelle la collecte transitive. C'est-à-dire, j'ai les données de quelqu'un et j'essaie de récupérer les données de tous ceux qui sont autour et leurs activités. Ensuite, il y a WhatsApp. Aujourd'hui, WhatsApp a les numéros de téléphone de tout le monde. Pire, c'est que même quand tu changes de numéro de téléphone, WhatsApp peut te localiser tant que l'application est installée. On n'imagine pas ce que ça représente en termes de capacité chez WhatsApp aujourd'hui de localisation. Ensuite, bon, parfois aussi, il y a des effets de mode. Hein. On nous dit VPN, mais on dit VPN, on est très bien. Mais le problème, c'est que le VPN, peut-être que le destinataire qui essaie de savoir ce que votre activité ne sait pas, mais le gestionnaire de VPN, lui, il sait ce que vous faites. C'est-à-dire, si on se concentre tous vers les VPN, ce qu'on va faire, c'est qu'on va déplacer la collecte des destinataires finaux vers les opérateurs de VPN. Parce que, contrairement à ce qu'ils vous disent, ben, ils ne suppriment pas les données de ce que vous faites. Ils ont les données de tout ce qu'ils font. Ben, c'est juste que la législation dans les pays où se trouvent leurs serveurs, on n'a pas encore accès à ces données, mais un jour ou l'autre, on va l'avoir parce qu'il n'y a personne de mieux placé que les VPN pour savoir la valeur des données qu'ils sont en train de collecter. Parce que quand les personnes utilisent des VPN, ils ont l'impression d'être dans l'anonymat. Quand on a cette impression d'être dans l'anonymat, on fait n'importe quoi. Donc, si je voulais avoir la base de données d'activités compromettantes de n'importe qui, il me suffit d'aller vers un VPN et lui acheter les données concernant celui-là. Ensuite, sur ces données non fournies et récupérées, il y a le phénomène d'importation de télé. Aujourd'hui, on trouve dans notre pays beaucoup de smartphones importés. Et ça, c'est un gros souci. Il y a une application durant la COVID qui s'appelle le COVID Tracking. Le COVID Tracking, c'est une application qui permet de détecter quand vous avez rencontré quelqu'un. Donc, si quelqu'un est testé positif, on essaie de trouver les cas contacts. Le problème, c'est qu'il y a certains pays qui l'ont autorisé, dont la France et la Chine. Alors, les téléphones qui ont été importés entre 2018 et 2020 de ces deux pays-là, quand ils l'ont autorisé, ils sont allés directement chez Apple et Samsung pour demander le déploiement. Donc, ils n'ont pas créé une nouvelle application. Ils ont déployé directement sur le système d'exploitation. Eh bien, ces mises à jour sont arrivées jusqu'au Sénégal. C'est sur mon téléphone. Alors que moi, ben, écoute, moi, j'ai rien demandé. Mon gouvernement n'a donné aucune autorisation. Donc, la question technologique, quand on dit qu'on veut protéger ces données, c'est aussi ça. Dans des pays comme la France, qui sont très organisés, les smartphones qui entrent là-bas, ils ont un certain contrôle sur le contenu. Samsung ne déploie pas les mêmes systèmes d'exploitation en France ou en Chine. Ils ont deux systèmes d'exploitation séparés. Mais nous importons la somme de toutes ces versions qui sont... Et ça, c'est un gros souci. C'est-à-dire, toute législation qui impacte ces systèmes d'exploitation va automatiquement nous impacter. Les déploiements vont arriver jusqu'à nous. Parce que les téléphones que nous avons ce qui me fait le plus mal, c'est que ce sont nos autres autorités qui vont en France ou qui vont ailleurs. Bon, la France, encore, c'est un pays où il y a du droit de l'homme. Ils vont ailleurs et ils vont acheter des smartphones et les importer et ils l'utilisent dans le cadre d'activités de l'État. Et ça, c'est un gros souci. C'est un gros souci. Aujourd'hui, si Samsung voulait savoir tout ce qu'on fait, ben, et Apple, bien sûr, il suffit d'avoir un téléphone super cher, ben, les ministres vont l'acheter. Alors, le deuxième aspect, c'est la simplification du contrat d'utilisateur. Le contrat d'utilisateur, en général, on vous pose une question, on vous montre un contrat d'utilisation et on vous dit oui ou non. Je suis d'accord ou je ne suis pas d'accord. Mais en fait, le contrat, il peut faire 20 pages, mais vous n'avez que oui ou non. C'est-à-dire que vous n'avez pas la possibilité de sélectionner les choses sur lesquelles vous êtes d'accord et les choses sur lesquelles vous n'êtes pas d'accord. Les législateurs au niveau du Sénégal peuvent s'occuper de dire, ben, vous pouvez stocker les données, etc., mais ne s'occupent pas de dire, quand l'utilisateur répond, quels sont les choix qu'on lui offre.
soit vous acceptez tout, ou vous n'acceptez rien, etc. Mais ça, c'est aussi le modèle économique de ces données-là qui pose problème. Et en général, quand vous dites oui ou oui, c'est qu'en fait, vous transférez quasiment tous les avantages chez eux et tous les inconvénients de l'autre côté. Alors, je donne un exemple. Vous avez l'assistant vocal sur Google, les smartphones Android. Donc, ça vous permet de lui parler. Vous pouvez aussi, voilà. Et cet assistant, quand il est allumé, il détecte quand vous lui dites Google. Et quand vous dites Google, il se déclenche et il répond à votre question. Mais entre-temps, il est en train d'enregistrer. Mais cet enregistrement n'est pas supprimé. Et des gens se sont plaints parce qu'on les a pris en train de dire des choses très, très compromettantes. Et bien, la réponse de Google a été dit, vous n'avez qu'à, à côté de votre téléphone, ne pas dire des bêtises. Et ensuite, oui, parce qu'ils disent que vous avez signé le contrat, vous saviez ça, mais vous ne savez pas, parce que vous avez dit oui ou non. Donc, la question du contrat et du consentement, de comment le consentement est donné, ça, c'est un nœud du problème que je ne sais pas comment vous allez gérer. Ensuite, vous avez la cybersécurité. La question de la cybersécurité liée aux données, c'est quand vous avez des données qui sont stockées par quelqu'un, normalement, il a la responsabilité de gérer la confidentialité de ces données-là. Mais sauf que c'est un gros souci. Ça aussi, je donne un exemple, les applications bancaires, on les a testées, mais il y a plein d'applications bancaires. Mais au moment de les déployer, bon, l'application qui est au niveau de la banque est hyper solide, bien cadrée, etc. Mais l'application mobile, au début, c'est des stagiaires parfois qui développent. Et ils demandent plus de droits que ce dont ils ont besoin. Et il y a des applications qui ne font que aller regarder ces applications, est-ce qu'ils ont un droit spécifique, et ensuite ils se calent dessus pour aller récupérer des données. Et ça, c'est un gros souci. Et personne, aujourd'hui, n'évalue ces applications bancaires au Sénégal. Ensuite, cinquième point, il n'y en a que 600. Cinquième point, c'est le déploiement massif des IoT. Alors ça, IoT veut dire Internet des objets, ça veut dire des objets connectés. Alors ça, celui qui m'interpelle le plus et qui est déployé massivement à cause de son prix qui a baissé jusqu'à être à la portée de tout le monde, ce sont les caméras de surveillance. Les caméras de surveillance, le problème avec les caméras de surveillance, c'est que à la base, vous êtes supposé non seulement informer les gens que ils sont en train d'être enregistrés, ça c'est la première chose. La deuxième chose, vous n'êtes pas censé filmer sans leur consentement les gens qui sont dans la voie publique. Ça c'est la deuxième chose. Et la troisième chose, vous n'êtes pas censé diffuser sans leur consentement des séquences de vidéos qui les concernent. Mais si vous regardez, maintenant la méthode c'est quand on vous vole dans votre boutique, que vous avez l'enregistrement dans vidéo, vous l'utilisez sur les réseaux sociaux en disant est-ce que vous reconnaissez cela? C'est comme ça qu'on a pris plein de voleurs. Et pire même, il y a eu une altercation à la pharmacie de la Padoie avec un de nos commissaires. Mais son visage a été fourni au public de manière publique. Donc, ça veut dire qu'en fait, tout le monde enregistre. Là, ce n'est pas des opérateurs, c'est les utilisateurs eux-mêmes. Ils enregistrent et ils l'utilisent lorsqu'ils ont besoin soit de se manger ou de faire des répliques. Et ça, c'est un vrai souci. Deuxième exemple, ce sont les drones. Alors, les drones, ça, c'est vraiment aujourd'hui la chose qui est en vogue. Tout le monde achète des drones pour filmer parce que ça donne des plans, etc. Mais le seul problème, c'est qu'avec les drones, vous pouvez voir l'intérieur des maisons. Vous pouvez voir l'intérieur des maisons, vous pouvez voir la configuration, vous pouvez voir plein de choses, et même pire. Et c'est un gros souci, les drones au Sénégal. C'est un gros souci parce qu'on enregistre tout et n'importe quoi dans différents endroits. On enregistre tout, en fait. Avec les drones, on a accès aux différents endroits qu'on n'a pas. Le sixième point, c'est pour moi le choix qui va permettre de gérer tous ces aspects-là. C'est l'extraterritorialité des données. Nos données ne sont pas là. Alors, j'ai fait un petit traitement. J'ai regardé les 50 sites les plus visités du Sénégal, où sont leurs serveurs. Alors, à 56%, ils sont aux États-Unis. À 22% en France, à 6% en Iran et 8% au Sénégal. Et 2% en Russie.
Ça, c'est, je ne sais pas comment, pourquoi les Sénégalais vont voir des éléments en Russie. Ensuite, je me suis amusé à regarder les plateformes bancaires du Sénégal, c'est-à-dire qui sont des trucs comme ça. Je suis allé sur Wikipédia, ils ont listé toutes les banques, allez pour voir où sont leurs serveurs. Alors, ils sont 26% aux États-Unis, 26% en France, 13% au Sénégal, 13% à United Kingdom, 6% en Côte d'Ivoire, 6% en Italie, 3% en Allemagne, 3% au Canada et 3% en Irlande. Voilà où nous en sommes. Alors, bon, on peut dire la France et les États-Unis, il y a suffisamment d'accords de coopération pour pouvoir le gérer. Mais le jour où la Chine va avoir des serveurs d'application suffisamment attractifs, mais qu'est-ce qu'on va faire? Parce que ces données-là, vous ne pouvez pas aller les chercher. Quand vous dites que je vais les protéger, il faut d'abord les voir et savoir quelle est leur existence. Et le pire, c'est que nous avons deux contraintes. C'est que si nous mettons trop de lois sur nos entreprises au niveau local, on va tuer le secteur sur place. Alors que la vraie cible n'est pas au Sénégal. La vraie cible est à l'extérieur du Sénégal. J'ai fait un autre test aussi. J'ai regardé, il y a une plateforme qui s'appelle le DHIS2. C'est le système qui gère le système de santé du Sénégal. Mais la plateforme n'est pas au Sénégal. La plateforme est à United Kingdom. Et même durant le COVID-19, où on parlait beaucoup de bidule, etc., le serveur n'était pas au Sénégal. Ce n'est pas parce qu'ils ne sont pas patriotes, hein. C'est juste parce que c'est très difficile de trouver au Sénégal des plateformes qui peuvent héberger de manière sécurisée ces choses-là. On a fait un pas avec le data center, mais il y a un pas à faire. Il faut que tu garantisses les mêmes niveaux de service que ce que les pays développés peuvent offrir. Mais en tout cas, je vais terminer par ça. C'est le problème des données personnelles. Pour moi, c'est d'abord pas seulement un problème de législation, mais c'est un problème de souveraineté technologique. Quand vous ne produisez pas les smartphones, vous ne produisez pas les applications, vous ne produisez pas les serveurs pour gérer les données, vous ne produisez pas les applications sur ces données-là, quand vous mettez de la législation, ce que vous allez avoir pour la plus grande partie, c'est de réduire la force de votre secteur, alors que c'est le choix que la Chine et la Russie ont fait pour réussir. C'est que eux, les réseaux sociaux, quand ils se sont rendus compte qu'ils ne pourront jamais gérer les réseaux sociaux venant des États-Unis, ils ont créé VK, leurs propres réseaux sociaux. Et c'est pertinent parce que quand vous regardez l'activité des Sénégalais sur les réseaux sociaux et des Africains en général, ils parlent d'Afrique. Ils ne parlent pas de Chine. Ils parlent et ils vont sur des choses qui sont très localisées. Au début, c'était des spectateurs, bien sûr, ils consommaient les contenus, mais aujourd'hui, les plateformes, quand vous allez sur WhatsApp, je pense qu'il y a très peu d'entre nous qui sont dans des groupes qui sont à l'étranger ou qui parlent de l'étranger. On parle de choses du Sénégal. Donc, si on avait des plateformes au Sénégal, promues, protégées, tout ce que vous voulez, on peut bien avoir des plateformes localisées sur lesquelles l'État peut avoir, où la législation va être pertinente. Mais si vous prenez le PK, écoute, j'imagine le Sénégal en train de dire à la Russie, écoute, je ne veux plus que ton application ne vienne, ou dire à la Chine, je ne veux plus que TikTok entre. Peut-être ils vont parler globalement, mais à chaque fois, l'informatique sera en avance. Je vous dis, au moment où les gens étaient en train de parler de collecter des informations, ils collectent des activités humaines. Donc, et ils modélisent le comportement de l'être humain. Je vous dis, ça fait très peu. Parce que ça fait très loin. Les gens qui regardent leur smartphone 100 fois sans pouvoir s'en départager, c'est pas seulement une question de plaisir, c'est que c'est addictif. Et quand on a pris le temps de bien regarder comment l'être humain fonctionne, de proposer ça. Je termine par ça. Je vais vous dire pourquoi vous êtes toujours sur votre smartphone sans savoir. Alors, dans les années 2000, il y a un phénomène qu'on appelait le FOMO, qui était bien identifié, FOMO, Fear of Missing Out. En français, ça veut dire la peur de rater quelque chose. La peur de rater quelque chose. Il y avait des gens qui étaient tout le temps en train de courir vers leurs ordinateurs, parce qu'il n'y avait pas beaucoup d'ordinateurs portables, pour rafraîchir, pour voir s'il n'y a pas un nouveau mail qui est arrivé. Et les gens ont essayé de comprendre pourquoi ça arrivait, pourquoi on était comme ça. La réponse, c'est que le cerveau humain
n'aime pas des événements qu'il ne peut pas prédire parce il vit dans le passé. Parce que quand vous voyez quelque chose, ça traverse votre cerveau, ça le traite et ça l'interprète et vous comprenez. Mais ce temps-là, il n'est pas nul. Donc, pour le combler, le cerveau anticipe sur ce qui va passer. Le cerveau n'aime pas les événements qu'il ne peut pas prédire. Il ne veut pas. C'est pour ça qu'on a peur du noir, parce qu'il ne peut anticiper sur rien du tout. Donc, il crée le sentiment de peur parce qu'on ne peut rien voir. Quand on avait la télé et qu'on avait les séries à des heures bien précises, on n'était pas addictif à la télé. On vaquait à nos activités, mais quand l'heure de la série arrive, ben, on est là, il n'y a pas de souci. Mais le fait aujourd'hui d'avoir des notifications et des messages où vous ne savez jamais quand ça va arriver, ça vous pousse à tout le temps être là en train de vérifier est-ce que c'est là, est-ce que c'est là. En fait, le cerveau est toujours en alerte parce que le cerveau ne veut pas ne pas pouvoir anticiper ce qui va arriver. Je vous remercie.